On va pouvoir débuter ici. Avec donc Monsieur Jonathan Pinet qui est là, sur scène, cofondateur de l'École européenne du numérique et qui va répondre à cette question. Pourquoi devenir développeur à l'ère de l'intelligence artificielle? Bonjour et bienvenue, Jonathan. Bonjour, bonjour à tous. Merci Miguel, merci Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président. Merci à toutes les équipes de Transition Pro Île-de-France pour l'organisation de ce salon qui s'annonce très prometteur. Alors moi, je m'appelle Jonathan Pinet et je suis effectivement le cofondateur de l'École européenne du numérique. Et ce matin, je souhaite soulever une question avec vous, qui est est-ce qu'il est encore pertinent d'apprendre à coder avec la croissance exponentielle de l'intelligence artificielle? En tant que directeur d'une école spécialisée dans les métiers du numérique, et notamment ceux du développement web, la question est d'une actualité brûlante. Elle revient sans cesse dans nos échanges quotidiens avec des candidats à la reconversion, des profils qui viennent de tous les horizons pour se reconvertir dans ce secteur d'avenir. Mais ce secteur d'avenir est-il vraiment d'avenir alors que ChatGPT peut générer des centaines de lignes de code par un simple prompt? A-t-on encore besoin de savoir coder? Cette question revient sans cesse dans la communauté tech et pour le CEO de NVIDIA, qui intervenait au World Government Summit en février dernier, la réponse est clairement non. Sa position n'est pas passée inaperçue, car il faut rappeler que NVIDIA est l'un des acteurs les plus proéminents du moment. Ce sont les principaux fabricants de puces qui permettent aux LLM, aux Large Language Model, et aux IA génératives de tourner. Leur valeur boursière a tout simplement été multipliée par 10 depuis l'arrivée de ChatGPT auprès du grand public. Et l'argument de Jensen Huang, le CEO de NVIDIA, n'est pas sans mérite. En deux mots, il fait valoir qu'il est préférable d'étudier ce que les anglo-saxons appellent les STEM, les Science, Technology, Engineering et Mathematics, pour développer des compétences cognitives avancées qui permettront de transférer le savoir et l'expertise à la machine qui se chargera d'écrire le code pour vous. Ce qui, selon lui, rendra l'apprentissage du code obsolète, car toute la logique encodée dans des langages de programmation tels que C, PHP, Java, Python sera gérée par IA sur la base de simples langages naturels. Et il est donc le plus pertinent de bâtir ses connaissances dans des disciplines fondamentales. Pour autant, il serait réducteur de conclure que, sur la base de cet argument, que le métier de développeur est voué à disparaître. Avant de cofonder l'École européenne du numérique, j'ai eu la chance de passer 10 ans dans le secteur de l'éducation et de la technologie au sein du groupe Adecco et d'accompagner la transformation digitale de grands groupes en France et en Europe sur le volet compétences de leurs collaborateurs. Et il y a deux constats que je peux partager avec vous aujourd'hui. D'abord, le thème de la pénurie des talents dans le numérique n'est pas nouveau. L'univers technologique d'il y a 10 ans est préhistorique par rapport à l'ère qui s'ouvre devant nous. Et déjà, les besoins des entreprises pour des compétences en data, en marketing, en cybersécurité, product, en développement, étaient conséquents et bien supérieurs à ce que notre système de formation initiale et continue développe chaque année. Depuis, avec l'accélération de la transformation digitale, ces besoins ne cessent d'augmenter. Et France Stratégie liste les ingénieurs de l'informatique comme le métier le plus en expansion en France en 2030, avec une croissance estimée de 26% par rapport à 2019. Pourtant, ce que l'on enseignait il y a 10 ans ne ressemble pas beaucoup à ce que l'on enseigne aujourd'hui. Les outils et les technologies ne cessent d'évoluer, et j'ai pu le vivre de première main quand j'ai quitté mon poste pour me lancer dans l'entrepreneuriat. En l'espace de 6 mois, je ne travaillais plus avec les mêmes outils de prospection que j'ai entièrement renouvelés avec les petits nouveaux du marché qui étaient bien plus efficaces. Alors, vous me voyez venir, ce n'est pas parce que ces outils ont radicalement changé qu'ils ont remis en question l'existence de ces métiers, bien au contraire. Et c'est pour répondre à ces enjeux que nous avons lancé l'École européenne du numérique. Notre histoire est européenne, car Tomorrow Education Group, notre maison mère en Allemagne, s'est très tôt spécialisée dans la formation de publics éloignés de l'emploi, notamment par la formation de réfugiés lors de la crise migratoire il y a quelques années en Allemagne. À l'École européenne du numérique,
Nous partageons aussi la conviction que le numérique est un domaine ouvert à tous, quel que soit son parcours. Pour nous, la diversité passe également par la valorisation de parcours issus de la reconversion. Nous sommes engagés à avoir un impact positif sur la vie de nos apprenants et nos formations sont là pour leur permettre de trouver un emploi rapidement. Enfin, si nous formons au numérique, c'est que nous croyons en un avenir optimiste où la technologie reste au service de l'homme et nous aide à affronter les grands défis de notre époque. Alors, est-ce que le métier de développeur va disparaître avec l'IA? Nous sommes convaincus du contraire. Non seulement le métier de développeur reste pertinent aujourd'hui, mais il devient encore plus intéressant avec l'avènement de l'intelligence artificielle, et ce pour 3 raisons. En premier lieu, l'IA et le no-code permettent de démocratiser la création. L'une des grandes révolutions que l'IA nous offre aujourd'hui, c'est la démocratisation du développement. Il y a quelques années encore, si vous vouliez créer une application ou un site web, il fallait maîtriser plusieurs langages de programmation ou peut-être payer une agence 20 à 30 000 euros pour développer votre prototype. Aujourd'hui, ces barrières tombent et l'IA permet à un plus grand nombre de personnes de concrétiser des projets numériques. Qu'il s'agisse de lancer un site e-commerce, une application mobile ou même un service SaaS, ces plateformes automatisées sont accessibles à tous. Et ce changement est fondamental. On entre dans une ère où la capacité à innover n'est plus limitée par des contraintes techniques. L'une des entreprises qui me fascine le plus aujourd'hui, c'est Bubble. Bubble, en 2 mots, c'est l'outil de no-code le plus puissant sur le marché. Ils permettent à tout un chacun de programmer des applications complexes par une simple interface sans écrire de ligne de code. Imaginez pouvoir recréer vos applications favorites, que ce soit Uber, Tinder, Airbnb ou autres applications du genre. Ce soir, en rentrant chez vous, après une riche journée d'échanges et de rencontres à Génération Reconversion, vous pouvez déjà le faire. Il existe une multitude de tutoriels sur YouTube qui vous guideront pas à pas pour reproduire ces applications avancées avec Bubble. Et il y a 2 ans, j'ai eu la chance d'échanger avec Emmanuel Strachnov, son fondateur, qui m'a partagé sa vision. Pour lui, dans un monde de plus en plus digital, où la création ne fait que s'accélérer, il n'est pas sain ni juste que des gens qui ont une formation technique soient les seuls en mesure de créer des produits digitaux ou de se lancer dans l'entrepreneuriat. Il a donc lancé Bubble il y a 10 ans pour permettre à des profils non techniques de se lancer également. Et aujourd'hui, avec 2 millions d'utilisateurs et une forte communauté de no-codeurs en France, il ambitionne de bâtir une communauté de 100 millions de no-codeurs à l'horizon de 2030. Il faut bien se rendre compte de ce changement d'échelle que ces technologies offrent. Cela rebat drastiquement les cartes où l'élite technologique n'a plus le monopole de la création, ce qui permettra de répondre à des problèmes de plus en plus variés. Des problèmes de plus en plus variés, c'est par exemple un problème sur lequel travaille un de nos étudiants dans le Grand Est, dont la femme est conseillère municipale dans une petite commune. Alors, il faut imaginer que dans les petites communes, on n'a pas les mêmes moyens que dans les grandes villes. Donc, elle doit gérer l'envoi des convocations, des PV, des comptes rendus, des délibérations. Et tout ça est très chronophage. Il n'existe pas de solution techno pour les petites municipalités. Et grâce aux apprentissages de notre formation, il est en train de concevoir cette application pour permettre de gérer ces tâches chronophages. Et si l'avantage du no-code est de pouvoir lancer une application rapidement pour la tester sur le marché, certains projets ont aussi passé le stade industriel, à l'image de Comet dans le freelancing, de Fin dans la location de voitures et de Dividende dans le financement des énergies renouvelables. Cependant, il serait réducteur de croire que ces outils éliminent le besoin de développeurs. L'IA et le no-code simplifient la création initiale, mais ne remplacent pas la touche humaine qui rend les projets véritablement uniques. Là où l'IA excelle dans l'automatisation de tâches répétitives, le développeur intervient pour personnaliser, pour affiner et surtout pour optimiser. Si un entrepreneur peut poser les bases d'une application avec un générateur IA ou un outil no-code, c'est le développeur qui va rendre la technologie scalable,
sécurisé et adapté aux besoins des utilisateurs. Alors scalable, car il faut bien comprendre que les outils no-code ont aussi leurs limites. Les langages de programmation doivent être optimisés pour être performants à grande échelle, ce qui nécessite une ingénierie avancée et l'expertise du développeur par rapport au contexte technique de l'environnement dans lequel il opère. Grosso modo, il y a tout un spectre entre un langage abstrait et un langage naturel quand vous interagissez avec la machine. La machine, elle comprend le binaire, hein, des 1 et des 0. Donc on ne va pas programmer en binaire, c'est très peu commode. Et il y a des langages qui sont très proches de la machine, mais très abstraits et très difficiles à apprendre, et des langages plus proches du langage humain, à l'image des outils no-code, mais qui sont plus lourds et plus énergivores en ressources, et donc moins performants à grande échelle. Sécurisé aussi, car c'est un enjeu majeur de tout projet d'envergure que de protéger ses données, que de protéger les données de ses clients et de ses opérations face aux cyberattaques quotidiennes d'acteurs malveillants en tout genre. Et à cet égard, le rôle du technicien réseau est tout aussi critique que celui du développeur pour sécuriser les infrastructures. Et enfin, adapter aux besoins avec la création de fonctionnalités spécifiques et complexes qui nécessitent l'intervention du développeur. Donc vous l'aurez compris, si l'IA et le no-code permettent d'avancer rapidement et facilement, ces innovations ne peuvent fonctionner que sur des infrastructures robustes et sécurisées, gérées par des développeurs et des techniciens réseau, où le code reste maître. Et il n'y a d'ailleurs pas nécessairement de dichotomie entre le code classique et le no-code. Certains peuvent pratiquer les deux, à l'image de ce que fait la néobanque Conto. Les équipes de Conto utilisent régulièrement les outils no-code pour créer des applications connectées ou des services annexes, mais le cœur de leurs opérations financières reste géré par des langages de programmation traditionnels. Il est donc clair que même si l'IA abaisse les barrières à l'entrée et permet à un plus grand nombre de personnes d'entreprendre, le développeur reste au centre du processus, car derrière chaque projet réussi, il y a l'expertise humaine, celle qui sait pousser les technologies et les assembler jusqu'à leur plein potentiel. En second lieu, l'IA permet de s'émanciper de tâches à faible valeur ajoutée. L'IA est souvent perçue comme une menace pour le métier de développeur, mais elle doit être en réalité vue comme une alliée, un outil qui permet d'élever ce métier à un tout autre niveau. Et le mieux, c'est encore de demander l'avis des développeurs sur la question. C'est ce qu'a fait Stack Overflow. Stack Overflow, grosso modo, c'est le plus gros forum de développeurs au monde. En mai dernier, ils ont publié un sondage auprès de 65 000 développeurs à travers le monde. Et voici quelques enseignements intéressants à en tirer. D'abord, le sentiment des développeurs à l'égard de l'intelligence artificielle est loin d'être défiant. Plus de 72% des répondants indiquent avoir une opinion soit favorable, soit très favorable à l'usage de l'intelligence artificielle. Et seuls 6% se prononcent défavorablement. Ensuite, le principal bénéfice identifié de l'usage de l'intelligence artificielle est celui de la productivité, cité à 81%. Un élément sur lequel je reviendrai tout à l'heure. De même, en écho à ce que je vous partageais tout à l'heure, l'IA n'est pas encore au niveau pour gérer des tâches complexes. C'est du moins ce que pensent 97% des développeurs sondés. Et enfin, les principales tâches sur lesquelles l'IA apporte de la valeur dans le travail du développeur concernent l'écriture du code, la recherche de réponses et le débugage. Le reste du sondage explore plus en détail ces divers éléments, mais ces 4 chiffres que je viens de vous partager sont éloquents pour souligner la symbiose entre le métier de développeur et l'intelligence artificielle. Et là où le rôle du développeur a parfois été limité par des tâches répétitives et chronophages, l'intelligence artificielle est en train de bouleverser cette dynamique. Je vous parlais plutôt des outils no-code pour la création de sites ou d'applications, mais ces outils peuvent aller au-delà. Il existe un domaine du no-code dans la création d'outils internes que l'on appelle le no-code ops. Il s'agit d'outils qui permettent d'automatiser, d'organiser ces opérations quotidiennes, d'éliminer les tâches répétitives, à l'instar d'outils comme Zapier ou Make,
qui interconnectent des applications entre elles. Et d'ailleurs, ces outils ne sont pas réservés qu'aux développeurs. Il y a de nombreuses équipes aujourd'hui qui travaillent en marketing, en ressources humaines, en vente, qui bénéficient également de ces gains de productivité. C'est d'ailleurs ce que nous faisons en interne à l'École européenne du numérique, où nous avons conçu nos outils qui permettent à nos conseillers pédagogiques de maximiser le temps qu'ils passent au téléphone avec nos candidats et d'automatiser au mieux les tâches de suivi que cela engendre. Générer le bon mail de suivi, le bon document, le bon devis, se créer les bons rappels. Tout cela est rendu possible par l'interconnexion de nos divers outils internes et leur fait gagner plus d'1 heure de travail par jour. Et ce que ces outils permettent en réalité, c'est d'éliminer des tâches répétitives du quotidien. Libéré de ces tâches répétitives, le développeur peut enfin se concentrer sur ce qui compte vraiment, les aspects plus créatifs et stratégiques de son travail. Et c'est là la vraie opportunité pour le développement web. Plutôt que de se perdre dans des détails techniques, de passer des heures à chercher un bug mineur dans une base de données complexe, il peut désormais s'investir pleinement dans l'innovation produit, l'architecture logicielle ou encore la gestion de projets complexes. Faisons un pas de côté pour illustrer le propos et pensons à ce que représente l'arrivée de l'intelligence artificielle pour les métiers du numérique. Là aussi, la capacité de l'IA à produire des analyses de jurisprudence et de recherche de textes de loi soulève de nombreuses questions sur la pérennité du métier. J'ai encore en mémoire un titre de presse qui avait attiré l'attention sur le fait qu'un logiciel avait pu, en l'espace de quelques secondes, réaliser le travail de milliers d'heures de juristes et qui soulevait donc de réelles questions sur ce métier. Pour autant, là où le juriste perdait son temps à chercher la bonne jurisprudence, chercher le bon texte de loi, il peut déléguer cette tâche à la machine pour s'en extraire et soulever des questions plus approfondies, mener des analyses plus qualitatives. Il en va de même pour le métier de développeur, à l'image d'un projet d'un de mes anciens clients qui a utilisé l'IA pour automatiser la documentation et les tests de leur base de code. Et donc, au lieu de passer des heures à écrire cette documentation, ils ont pu se concentrer sur l'optimisation de l'expérience utilisateur et la création de nouvelles fonctionnalités. Donc, loin de nuire à la profession de développeur, l'IA élargit en fait son champ d'action. Aujourd'hui, un développeur est capable d'aller plus loin dans la réflexion stratégique de son métier, peut anticiper les futurs besoins de ses utilisateurs, améliorer l'expérience client ou même repenser des infrastructures technologiques entières, tandis que l'IA s'occupe du reste. Et en troisième lieu, l'IA facilite l'apprentissage du code et la montée en compétences. En tant que directeur d'un organisme de formation, mon propos ne serait pas complet si je n'abordais pas la question de l'intelligence artificielle dans l'apprentissage. Et il est indéniable que l'IA a changé de manière significative la façon dont nous apprenons et travaillons dans le domaine du développement informatique. En fait, l'IA ne se contente pas de bouleverser les métiers du numérique, elle bouleverse également la manière dont nous les apprenons. Et l'un des apports majeurs de l'intelligence artificielle réside dans sa capacité à révolutionner l'apprentissage du code. Avec des outils d'assistance basés sur l'intelligence artificielle, l'apprentissage devient plus interactif, plus personnalisé et permet à chaque apprenant d'avoir un parcours individualisé, un soutien immédiat, des suggestions contextuelles et des corrections en temps réel. À l'École européenne du numérique, nous cherchons constamment à intégrer les meilleures pratiques de la tech et de l'IA pour toujours permettre d'améliorer la qualité de nos formations et faciliter l'apprentissage de nos apprenants. Et l'une des organisations qui nous inspire le plus aujourd'hui, c'est Khan Academy. Khan Academy, c'est une association à but non lucratif qui fournit des cours gratuits sur des thématiques diverses, que ce soit les sciences, les mathématiques, l'histoire, la programmation, et qui compte plus de 120 millions d'utilisateurs par an. Khan Academy a fait récemment un pas audacieux vers l'intégration de l'intelligence artificielle dans l'éducation avec son outil Khanmigo. Basé sur le modèle GPT de traitement de langage naturel,
Canmigo agit comme un assistant pédagogique virtuel, offrant un accompagnement personnalisé aux étudiants dans leur parcours d'apprentissage. Les étudiants reçoivent donc des explications instantanées, ils peuvent poser des questions sur des concepts difficiles, ou encore pratiquer des exercices interactifs avec des retours immédiats. Et Canmigo, là où c'est intéressant, c'est qu'il ne se contente pas de donner des réponses toutes faites, il guide l'étudiant dans sa réflexion vers une compréhension plus profonde, avec une réflexion critique et une autonomie dans la résolution des problèmes. Et en intégrant Canmigo dans ses plateformes, Khan Academy montre comment l'IA peut non seulement renforcer l'apprentissage à grande échelle, mais aussi rendre l'éducation plus équitable et accessible à tous. Dans le domaine du code, il existe également de nombreux outils qui facilitent l'apprentissage, à l'instar de GitHub Copilot, l'un des plus populaires. C'est un outil qui utilise l'intelligence artificielle pour générer des suggestions de code en temps réel, directement dans l'éditeur, l'expliquer et le débugger. Ainsi, là où autrefois un développeur en herbe devait se tourner vers des forums ou attendre une correction humaine, tout à l'heure je vous parlais de Stack Overflow, le plus gros forum de développeurs au monde, eh bien, tout simplement, il a vu son trafic chuter de moitié depuis l'arrivée de ChatGPT. Donc, on peut désormais recevoir des feedbacks instantanés sur son code, que ce soit une erreur syntaxique ou une optimisation à envisager. L'IA permet de corriger et d'avoir une compréhension bien plus rapide de ces concepts de programmation. Mais l'IA ne se contente pas d'être un simple correcteur. Elle peut être également un guide dans l'apprentissage. Grâce à l'analyse comportementale des utilisateurs, elle peut anticiper les difficultés, proposer des solutions avant même que l'apprenant ne se retrouve bloqué. C'est donc une assistance proactive qui, bien utilisée, peut considérablement réduire le temps nécessaire pour acquérir de nouvelles compétences. Un avantage indiscutable de l'IA dans le domaine de l'apprentissage et du développement est son accessibilité pour tous les niveaux. Que vous soyez un débutant complet ou un développeur expérimenté qui cherche à se perfectionner, l'intelligence artificielle saura s'adapter à vos besoins spécifiques en fonction de votre rythme, de vos forces et de vos faiblesses. Et dans le cadre d'une reconversion, et c'est particulièrement vrai dans le domaine informatique, avoir un support personnalisé est un atout considérable pour renforcer la confiance de l'apprenant et combattre le syndrome de l'imposteur. À l'École européenne du numérique, nous croyons fermement que ces outils permettent non seulement une montée en compétences rapide, mais également un apprentissage plus plaisant et moins stressant. Et cela fait partie intégrante de notre mission, rendre le numérique accessible à tous et encourager la diversité des parcours. En conclusion, nous avons vu que l'IA est une vraie opportunité pour le métier de développeur, que ce soit pour libérer la création, pour se libérer de tâches répétitives ou encore pour faciliter son apprentissage. L'IA fait évoluer le métier de développeur, mais son rôle reste fondamentalement le même, à savoir résoudre des problèmes par l'usage de la technologie, que ce soit le code, le no-code ou l'intelligence artificielle. Alors, devez-vous vous former au développement web? Est-ce un domaine pertinent pour votre reconversion? Si ces questions vous interpellent, je ne peux que vous encourager à bien comprendre le métier de développeur, en quoi son rôle consiste, ou plutôt devrais-je dire en quoi en quoi consistent les divers rôles du développeur, entre ses missions de création ou de résolution de problèmes. Pourquoi voulez-vous apprendre à coder? Est-ce pour mener un projet entrepreneurial, pour créer des applications? Est-ce par envie de résoudre des problèmes complexes? Quelles sont les compétences les plus pertinentes à apprendre pour développer votre projet? Si vous préférez jouer un rôle essentiel en arrière-plan, en garantissant la sécurité et la fluidité des systèmes, le métier de technicien réseau est tout aussi intéressant et particulièrement demandé aujourd'hui avec l'essor de la 5G et de l'IoT, qui augmente les besoins en expertise réseau. C'est un métier qui devient essentiel aux côtés du développeur dans une société de plus en plus connectée et offre des opportunités pour ceux qui souhaitent accompagner la transition numérique. Toutes ces questions, il faut bien les définir en amont de votre projet de formation.
Et pour cela, vous pouvez vous faire accompagner gratuitement par un conseiller en évolution professionnelle ou échanger tout simplement avec notre équipe pédagogique. En fin de compte, l'important est de bien comprendre vos objectifs et la place que vous souhaitez occuper dans cet univers en constante évolution. Que vous choisissiez de plonger dans le développement web, dans l'administration réseau, d'explorer le no-code ou d'adopter l'intelligence artificielle, l'essentiel est d'embrasser ces opportunités pour avoir un impact. Le numérique est une chance de réinventer votre parcours et nous sommes là pour vous accompagner dans votre transition professionnelle. Enfin, et je conclurai sur cette note, pour répondre aux enjeux de la transition numérique, il est impératif de mobiliser tous les acteurs autour du sujet de la reconversion. La formation n'est pertinente que si elle permet de trouver un nouvel emploi rapidement. Et il existe un vrai enjeu aujourd'hui pour mobiliser les entreprises sur le recrutement des profils issus de la reconversion. J'ai donc le plaisir de vous annoncer ce matin la création d'ADN, notre association pour la diversité numérique. Et autour de cette association, nous lançons une charte de la diversité numérique afin de fédérer des entreprises bienveillantes à l'égard des profils en reconversion. Pour nous, la diversité en entreprise passe également par la diversité des parcours et la finalité de notre association est de promouvoir un recrutement basé sur les compétences plus que sur les diplômes. C'est un chantier passionnant qui s'ouvre pour nous et pour nos partenaires engagés sur ces questions. Et vous pouvez désormais suivre notre page LinkedIn. Je vous donne rendez-vous en décembre pour la signature de notre charte. Si vous êtes en reconversion dans le numérique, ce sera peut-être l'occasion de trouver votre futur employeur. Je vous remercie. Alors, je crois qu'on a un temps d'échange, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Il y a un micro disponible juste à côté. Bonjour. C'est bon, ça marche, oui. Bonjour, merci pour toutes ces explications et tous ces arguments en faveur de l'utilisation de l'IA dans le métier de développeur. Je suis désolé, la première question, c'est pour un petit peu casser l'ambiance. Là, c'est une réponse que vous nous apportez à l'instant T qui est valable comme quoi l'intelligence artificielle n'est pas développée à un point où elle peut remplacer l'humain dans la résolution de problèmes complexes pour la personnalisation des applications. Mais qu'est-ce qui nous dit qu'elle ne sera pas capable un jour justement d'atteindre ce niveau de complexité ? Voilà, enfin, quand je dis un jour, ça pourrait très bien arriver dans 5 ans, dans 10 ans. Voilà, quelle sera encore la pertinence du métier de développeur parce que j'imagine qu'on arrivera à un moment comme ça. Merci. Oui, excellente question. Et effectivement, ce sont des technologies qui évoluent rapidement et considérablement. Moi, ce que je pense par rapport à l'évolution de ce métier, c'est qu'on aura toujours besoin d'architectes finalement qui sont là pour assembler les divers blocs technologiques. Et finalement, que ce soit généré par intelligence artificielle ou par soi-même, par du code, le besoin humain de chef d'orchestre ou d'architecte restera le même, celui d'assembler les pièces ensemble dans un ensemble cohérent. Et à ce jour, ce n'est pas l'IA qui est en mesure de faire ça. Donc moi, je vois vraiment le rôle de développeur comme quelqu'un qui résout des problèmes à travers la technologie. Il y a 10 ans, c'était par l'écriture du code. Dans les 10 prochaines années, ce sera sûrement avec d'autres outils, mais ça reste fondamentalement le même rôle. Alors après, est-ce qu'on appellera ça toujours un développeur? C'est une autre question, mais de développer son expertise dans les langages de programmation n'est jamais perdu dans un monde de plus en plus interconnecté et numérique, car pour bien maîtriser aussi les outils de l'intelligence artificielle, c'est important de comprendre comment ils fonctionnent.
pense par exemple à des gens qui travaillent en compta sur le logiciel Sage, si ça existe toujours, ou Salesforce. Est-ce qu'on peut mettre une brique adaptée à son travail, enfin, pour nous aider dans... Voilà. Est-ce qu'on peut adapter une brique? Alors, il y a des outils qui permettent effectivement d'interconnecter des applications entre elles par l'usage de ce qu'on appelle des API. Les API, ça permet d'envoyer et de recevoir des données entre diverses applications. Tout à l'heure, je vous parlais de Zapier et de Make. C'est comme ça qu'ils permettent d'interconnecter des applications. Donc, on peut imaginer que là où vous générez des rapports, des données dans votre logiciel SAP ou Salesforce, des données qui peuvent être ensuite exportées vers une autre application en fonction de la politique de sécurité et de confidentialité de votre entreprise, bien évidemment, mais qui permettent ensuite de traiter ces autres données dans une autre application qui pourrait avoir une toute autre finalité. Donc, c'est vraiment les API qui sont le squelette de ces interconnexions aujourd'hui. Et un salarié, par exemple, ou un directeur commercial peut suivre une formation de no-code et adapter pour son besoin à lui voilà, une brique, comme vous dites. Et est-ce que tous ces programmes sont pris en charge par les plans DIF et tout ça pour se former au no-code? Alors, le no-code, c'est encore un sujet très émergent. Pas sûr qu'il soit encore financé par les DIF ou les CPF. J'ai cru voir récemment qu'il y avait quelques certifications qui ont été approuvées par France Compétences. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous encourage à regarder ce qui existe. Ce qui est sûr, c'est qu'il existe une multitude d'outils no-code qui peuvent être adaptés à divers besoins. J'ai mentionné Bubble tout à l'heure parce que c'est un peu la Rolls-Royce du no-code. C'est l'outil qui permet de tout faire. Mais il y a des outils beaucoup plus modulaires et spécifiques à des besoins qui permettent aussi de répondre à des besoins spécifiques. Donc, en fonction de votre besoin, vous pouvez trouver un outil qui peut s'adapter à ce que vous cherchez à faire. Merci. Bonjour, merci pour la conférence. Je voulais que vous nous réexpliquiez comment vous avez fait au sein de votre école pour comment dirais-je, regrouper tous les outils par rapport aux admissions, en tout cas par rapport à un candidat. Comment vous avez pu faire pour synchroniser, fluidifier et faire gagner du coup 1 heure par jour aux services pédagogiques, etc. C'est une vraie complexité dans les entreprises de synchroniser ou de fluidifier tous les différents logiciels, Salesforce, Agathe, enfin je ne vais pas tous les nommer. Bon, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, bien sûr. Encore une fois, ce sont des outils no-code. Donc, on a un CRM, un outil de gestion de nos contacts. Et en fonction de divers inputs dans le CRM, ça déclenche des automatisations qui peuvent générer un document, un devis, une demande, etc. Et ça, on le fait à travers Zapier, justement, qui utilise l'API pour envoyer ces données vers d'autres logiciels. Alors nous, on utilise la suite Google avec des modèles de documents qui vont chercher ces données dans le logiciel et qui mettent à jour ces données. Et puis ensuite, on a une autre automatisation qui prend ce document et qui l'envoie au candidat par une application mail. Donc, l'idée, c'est vraiment d'explorer ce que vous pouvez faire à travers ce qu'on appelle les API. La plupart des applications sur le marché aujourd'hui ont des API ouvertes. Certaines applications peut-être un peu plus custom ou personnalisées où vous aurez besoin d'un développeur pour développer cette API spécifique. Mais si vous utilisez par exemple un CRM, que ce soit Salesforce, HubSpot, Pipedrive ou autre, c'est sûr qu'ils ont une API ouverte avec laquelle vous pouvez connecter Zapier pour envoyer ces données vers d'autres applications. Vous m'avez dit Zapier? Zapier, Z-A-P-I-E-R.
Il y a également Make, M-E-K-E. Merci. Je vous en prie. Beaucoup de questions autour du no-code ce matin. En vrai, le no-code, on ne doit pas le voir comme quelque chose en opposition avec le code traditionnel. Et on a souvent des étudiants qui viennent suivre nos formations en développement traditionnel après avoir exploré l'univers de l'informatique sur la base de quelques petits projets en no-code. Et je trouve que c'est une formidable manière d'appréhender le métier par quelque chose de simple et ludique qui vous permet de créer des applications. Tout à l'heure, quand je vous ai montré des vidéos sur YouTube pour reproduire des applications, je ne blague pas, hein, vous pouvez vraiment reproduire ces applications ce soir en rentrant chez vous. Et ça a un côté très gratifiant de pouvoir créer une application, de voir le retour sur apprentissage immédiat. Alors, bien sûr, ça reste une application basique, mais ça vous encourage déjà à penser comme un développeur en termes de blocs, en termes de logique, en termes d'interface utilisateur. Et ça, c'est également un bon moyen de se lancer par la suite dans le développement traditionnel. Ou vice-versa, on a également vu des développeurs qui se spécialisaient dans le no-code et qui développaient des compétences très spécifiques par rapport à ça. Le no-code, il y a le no-code, il y a le low-code qui nécessite un peu de code. Et à mesure que les applications de no-code se complexifient, on a besoin du développeur pour créer des lignes de code spécifiques pour les besoins de l'application. Donc en tout cas, que ce soit du no-code ou d'autres applications, c'est un excellent moyen pour vous d'appréhender ce métier. Je crois qu'on a fait le tour des questions. C'est vous, Jonathan, qui décidez, hein, c'est vous le patron, là. Ah ben moi j'ai tout Il y montré. avait encore une question, madame? J'aimerais juste me renseigner, c'est surtout en fait... Oui, bonjour messieurs, mesdames. Oui, c'est juste pour me renseigner, c'est vraiment dans le côté en fait de l'alternance. Oui. Vraiment, si on veut complètement changer de voie, de faire une reconversion dans la décoratrice d'intérieur, mais surtout dans l'architecture. Parce que moi, à chaque fois, on me disait en Seine-et-Marne, il n'y a aucune formation. Je me suis renseignée sur toutes les écoles, dans les Greta, dans n'importe quelle formation. J'ai fait une tonne d'appels et à chaque fois, ils disent que ça n'existe pas, c'est pas pris par la loi, c'est pas reconnu par l'État. Souvent dans l'autre côté de l'architecture et la décoration. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait ? Alors, je pense sincèrement que le mieux, là, c'est que vous profitiez de la présence des exposants et de toutes les institutions, de tous les organismes qui peuvent répondre au cas par cas. Et c'est aussi une des missions de ce salon pour aller les voir. Aller voir les personnes qui sont du Greta, aller voir les personnes qui sont... Non mais ici sur le salon, profitez-en. Vous allez forcément pouvoir avoir des réponses à vos interrogations et je ne doute pas que vous puissiez trouver une solution sans problème. On est là pour ça. Donc vraiment... Ah bah oui, je comprends. Si je peux apporter un élément de réponse rapide. Nous, on est une école entièrement à distance, ce qui permet à tout un chacun à travers la France de suivre des formations. Effectivement, peut-être dans votre commune, il n'y a pas d'école à proximité. Et c'est aussi important pour nous, c'est dans nos valeurs, d'être accessible. Et ça passe aussi par des moyens à travers l'apprentissage à distance. Donc n'hésitez pas à nous rencontrer. Il y a effectivement... Il y a une offre pléthorique adaptée à plusieurs besoins, que ce soit 3 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans. En tout cas, nous, on est au stand numéro 6 avec mes collègues Isabelle et Kelly. C'est ça, là-bas, hein, sur l'autre bateau, ou ici. De l'autre côté. Ah, dites-nous. Oui, donc, n'hésitez pas à venir nous rencontrer et échanger avec nos équipes tout à l'heure. Merci. On peut remercier, applaudir Jonathan Pinet, s'il vous plaît. Merci à tous. Merci pour vos questions. Merci à vous, Jonathan.
Donc stand numéro 6 dans l'espace principal. Dans quelques instants.